La première saison est une présentation de Bien chez soi à Laval-Rive-Nord. C'est une entreprise bienveillante qui offre du soutien aux familles, que ce soit pour le maintien à domicile des personnes âgées ou pour un coup de pouce aux familles actives et occupées. Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode du podcast de la broue dans le toupette. Je suis vraiment contente de vous accueillir pour un autre épisode où je vais parler un peu de ma situation, un peu décrire qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans la maternité. Puis en deuxième section, j'aurai une entrevue avec mon fils Arnaud qui a choisi pour lui que c'était mieux d'en parler lui-même. Donc, quand je lui ai parlé de mon projet, j'ai voulu avoir son consentement. Arnaud m'a dit que ça le gênait de parler de son TDAH. Il aimerait mieux en parler lui-même. Donc, on a regardé ensemble les options, puis on a choisi qu'il avait envie d'enregistrer un podcast. C'est un enfant super volubile qui est très à l'aise avec les mots, donc j'ai trouvé que c'était une super bonne idée, puis j'ai respecté son souhait de vouloir expliquer lui-même. Ça peut avoir l'air comme si je lui mets des mots dans la bouche, mais même si j'essayais de le brainwasher, c'est pas un enfant qui a l'influence facile. Il sait qu'est-ce qu'il veut, il sait qu'est-ce qu'il est. Toutes les opinions qu'il dit dans le podcast sont les siennes. Je le convainc pas de rien. Je suis pas capable de le convaincre de rien, honnêtement. Arnaud sait ce qu'il veut, sait ce qu'il ressent. Vous allez voir, il m'obstine pendant l'entrevue. Bien sûr, c'est un enfant opposant. Tout ce que je dis, oh non, c'était pas ça, c'était pas vrai. Ça, c'est la dynamique avec Arnaud. Vous allez voir que je suis rendue pas mal expérimenter pour le désamorcer puis pas rentrer dans l'opposition. Là. Souvent, je fais comme si de rien n'était, puis on continue à discuter. Donc, j'y vais avec mon histoire de maternité. Je pense que c'est pertinent de la partager parce que c'est quelque chose, encore une fois, qu'on parle pas souvent. Puis, c'est important pour moi de défaire les tabous par rapport aux enfants difficiles. Donc, je suis tombée enceinte là, d'une grossesse planifiée. On avait notre maison, on était en couple depuis 10 ans. C'était une grossesse merveilleuse. J'ai eu mon suivi sage-femme qui est vraiment dans la confiance. Je me sens tellement bien enceinte. Mes 2 grossesses, j'étais super bien. J'adore être enceinte. J'étais zen, j'étais calme. C'était la plus belle expérience de ma vie. Et ça s'est arrêté un peu brusquement alors que j'ai accouché à 32 semaines et 4 jours. Donc, Arnaud est un très grand prématuré. On a été hospitalisé en début de vie pendant 6 semaines. J'ai fait 3 hôpitaux différents. Juste ça, en tant que tel, là, accoucher prématurément, être hospitalisé avec ton bébé, c'est une épreuve en tant que telle. C'est dur. On passait toutes nos journées à l'hôpital. On partait le matin à 7 heures du matin, on revenait à la maison à minuit. On était tout le temps avec lui à l'hôpital, à le regarder dans son incubateur, à le prendre en peau à peau, à s'inquiéter sur toutes les petites facettes de son développement. C'était vraiment toute une épreuve. Et là, ça l'a déjà là fait un gros clash avec ce que je voulais vivre, ce que j'avais envie de vivre avec mon bébé, tout ce que je m'étais imaginé comme début de vie, mon allaitement, la lenteur, la douceur du premier 40 jours, tout ça est tombé en ruine. C'était quand même un gros deuil pour moi à faire. Tu sais, je me souviens avoir perdu ma bédaine en dedans de 24 heures. Là, tu sais, j'avais plus de bédaine, c'est comme si j'étais plus enceinte, alors que j'étais pas supposée d'accoucher tout de suite. J'avais encore presque 2 mois à faire avec cette grossesse-là. Fait que il y a eu des deuils à vivre à ce niveau-là. C'est dur physiquement, c'est dur mentalement. Arnaud était en bonne santé pour un 32 semaines. On dirait que lui, dans son chemin, il savait qu'il allait sortir à 32. Pour un 32, il était quand même gros, tu sais, il était pas un bébé de petit poids. Il y avait des défis réguliers là, pour son âge gestationnel. Fait que dès qu'on est sorti de l'hôpital, dans le fond, ils nous ont laissé sortir après 6 semaines avec un moniteur à la maison. Ça aussi, c'est toute une épreuve. Tu sais, dans le fond, le moniteur cardiaque sonne quand le cœur du bébé va trop fort ou pas assez fort, pas assez vite.
Donc, à chaque fois que mon bébé pleurait, j'avais une belle machine pour me rappeler que c'était dangereux pour lui, qui faisait un bruit incroyable. Là, tu peux pas descendre le volume de cette machine-là. Là. La machine, elle bip, puis elle bip, puis elle bip. Et ça aussi, c'est toute une affaire. Premièrement, essayer de calmer ton bébé en pleurs alors qu'il faut que tu traînes la machine. Là, c'est des fils avec une grosse machine super lourde. À chaque fois que tu prends ton bébé, il faut que tu prennes la machine avec lui. On a eu 1 mois de ça. Et finalement, quand j'ai fait interpréter les résultats de la machine, toutes les sonneries que j'ai entendues étaient des fausses alertes. Donc, ça met quand même un petit... je suis très contente que mon bébé était en santé, mais je me suis demandé pourquoi j'avais vécu cet enfer pendant 1 mois. Donc ça aussi, c'est beaucoup. Ça fait lourd dans le quotidien. Et dès qu'on est sorti de l'hôpital, Arnaud a commencé avec ce que j'appelle ces 3 modes. Allaiter, dormir ou hurler. Arnaud n'avait pas d'éveil calme. Il n'y a pas eu ça pendant très longtemps. Je me souviens autour de 6 mois, là, j'avais à peu près de 11 à 11 et demi où est-ce qu'il était sans moi, de bonne humeur, sur un coussin ou en quelque part. Le reste du temps, il était en train d'allaiter, en train de dormir, fort probablement au sein. Je pouvais pas enlever mon sein avec cet enfant-là. Ou bien en train d'hurler. Fait que c'est très lourd sur le quotidien. Ça, c'était jour et nuit. Le sommeil était vraiment difficile aussi. Je me souviens avoir appelé, là, en début de vie d'Arnaud, avoir appelé Info Santé parce que ça faisait 3h45 qu'il pleurait, en leur demandant après combien de temps il faut venir à l'hôpital, tu sais, après combien de temps on considère que l'enfant va vraiment pas bien puis qu'il y a peut-être une appendicite ou, tu sais, il y a peut-être une douleur, là. Il m'a dit après 4 heures. Et quand j'ai raccroché avec lui, tu sais, il a fini par s'apaiser après comme 3h50 de pleurs. Et c'était pas rare. Arnaud pleurait, puis pleurait, puis pleurait, puis peu importe ce que j'essayais, puis peu importe comment j'essayais de l'apaiser. C'est ce qu'on appelle un bébé aux besoins intenses. Des bébés qui crient tout le temps, qui pleurent tout le temps, pour qui il y a rien de facile. J'avais des suivis pour son allaitement parce que pour apaiser son insécurité, son mal-être, Arnaud allaitait constamment. Fait qu'on était à 14 boires par jour. On allait en clinique d'allaitement pour essayer de voir, tu sais, peut-être qu'il y avait un problème avec notre allaitement. J'ai consulté des IBCLC, essayé d'être sûre que tout était correct. Son poids était toujours bon, mais c'était vraiment quelque chose d'insécurité. Il était pas bien, il avait besoin du sein pour s'apaiser, mais moi, je m'épuisais à vue d'œil. Je brûlais la chandelle par les 2 bouts. Vers 4 mois, là, à la clinique du prématuré, parce que vu que c'était un prématuré, on avait aussi des suivis puis des vaccinations particulières. À la clinique du prématuré, on a vu un ergo qui a identifié un trouble de la modulation sensorielle, qui est qu'est-ce que les gens appellent l'hypersensibilité, là. Fait que dans le fond, Arnaud était pas capable d'ignorer les stimuli de son environnement. Fait que même quand il dormait, il était en hypervigilance. Il était en état de stress constant. C'est-à-dire que la modulation sensorielle, là, c'est d'être capable d'ignorer des stimuli, dans le fond. C'est que, mettons, il y a une lumière là-bas, je suis capable de l'ignorer parce que je me concentre sur quelque chose. Même les jeunes bébés sont capables d'ignorer les bruits environnants pour réussir à s'endormir. C'est cette capacité-là à prioriser les stimuli, à prioriser, OK, la voix de maman, c'est important. La voix des 50 personnes dans l'autobus de ville, c'est pas important, mon cerveau va les ignorer. Mais Arnaud faisait pas ce tri-là. Donc, interprétait constamment toutes les stimuli sensoriels, que ce soit au niveau du toucher. À un moment donné, on l'oublie notre linge, tu sais, on oublie nos pantalons, on oublie. Lui, son corps les oublie pas. Il était irrité par ses vêtements, irrité par la température, irrité par la doudou, irrité. La seule chose qui l'irritait pas, c'était moi, mon corps, puis mon sein, dans le fond. Fait qu'on a identifié ça, puis ben c'est bien beau ce titre-là, mais ça m'aide pas au quotidien. Là, tu sais, il y a pas de remède contre la modulation sensorielle, à part que tu le comprends, puis tu es un petit peu plus empathique là, envers ton enfant. Ça reste que c'est vraiment difficile. Fait que c'est ça, les réveils aux heures, ça use.
c'est vraiment difficile de fonctionner dans le fond, d'avoir, une qualité de vie quand tu dors pas. Surtout pour moi, tu sais, moi, je suis une personne qui a besoin de quand même beaucoup de sommeil. Une bonne nuit pour moi, c'est 10 heures, tu sais? Fait que j'étais loin d'avoir mon 10 heures. Non seulement il prenait des heures à s'endormir, il s'endormait seulement au sein. Puis, bien sûr, j'avais mes idéaux là, que j'allais le laisser dormir, j'allais le déposer réveillé pour pas qu'il soit dépendant, puis et cetera. Mais Arnaud m'a fait réaliser assez vite que ça allait pas se passer comme ça dans notre famille, tu sais, de passer la balayeuse pendant qu'il dort, il y a aucune chance, là. Moi, travailler 45-50 minutes activement à l'endormir, là, par exemple en bounçant sur le ballon ou en le berçant fort des deux côtés pour essayer qu'il finisse par s'endormir et de le déposer puis il dort 5 minutes, là. C'était mon quotidien. Je faisais juste ça, me battre avec pour qu'il dorme et il pouvait pas dormir ailleurs que sur moi. Il se réveillait tout le temps. Avec du recul, je pense que j'aurais pu assumer ça, puis juste me coucher avec lui, m'endormir avec lui, mais on dirait qu'à ce moment-là, j'avais tellement besoin de prendre soin de moi, puis j'avais tellement depuis longtemps, pas pris soin de moi, puis j'avais besoin de self-care que j'étais pas capable de juste assumer que c'est ça ma vie, puis dors avec ton bébé tout le temps. Puis même si je dormais avec, c'était pas miraculeux non plus, là, tu sais, j'étais capable de le toffer plus, mais allaiter, là, faut l'avoir vécu. Allaiter pendant 1 heure et demie consécutive, là, c'est quelque chose de absolument drainant. Ça, c'est un stimuli que je suis pas capable d'ignorer. Je peux pas bien dormir, là, apaisée avec quelqu'un qui me stimule de même. J'étais pas capable. Fait que, ça rend fou. Je vais te le dire, c'est ça qui m'est arrivé. Je suis devenue folle. Fait qu'après ça, ben là, il a grandi un petit peu. Bon, ça s'est amélioré, c'est-à-dire que j'ai plus appris à vivre avec. Euh, et j'ai décidé d'ouvrir mon milieu familial. C'est un projet que j'avais depuis longtemps, puis je voulais pas laisser euh, les épreuves de la vie faire en sorte que je passe à côté de mon rêve, mon souhait d'ouvrir mon milieu familial. Alors, en janvier, alors qu'il est né en août, ça veut dire il y avait comme 7 mois, j'ai commencé à travailler sur le projet. C'est quelque chose qui m'a nourri énormément, tu sais, faire quelque chose que t'aimes puis qui est positif, c'est vraiment bon pour la santé mentale. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, je me sentais up la vie, là, tu sais, j'étais de bonne humeur, j'avais hâte de travailler sur mon projet, j'aimais ça, trouver des idées d'aménagement, tout ça, ça me nourrissait énormément. Arnaud était pas plus facile, mais moi, mon moral était mieux. Fait que le retour au travail, c'est quelque chose de dur pour toutes les familles. Moi, heu, ajoute au retour au travail le fait que je m'adaptais à un nouveau travail, en fait, là. C'est quelque chose que j'avais jamais vécu, que j'ai dû m'adapter à tout ça, la nouveauté, tu sais, faire mes erreurs, faire Mmh, mes maladresses, je dirais, du début, là, tu sais, maintenant, je fais une inscription, tu sais, ça va me prendre, 1 heure, mettons, là, mais à ce moment-là, ça pouvait me prendre 3-4 heures, là, faire une inscription, d'un nouvel enfant dans ma garderie parce que j'étais inexpérimentée, j'étais pas bien organisée, c'est normal, je commençais. Fait que, c'est ça, j'ai commencé ça, j'ai commencé aussi à 50 heures par semaine, fait que déjà là, j'aurais eu n'importe quel job 50 heures semaine, dors pas de la nuit, c'est sûr que c'était pas, tu sais, c'était un cocktail vraiment, vraiment stressant. Je baignais dans l'adrénaline et le cortisol. J'étais constamment dans un état de stress, d'hypervigilance, c'était pas joli, joli, mais je persévérais, je me rendais pas trop compte de qu'est-ce qui m'arrivait, je me disais que c'était les sacrifices que j'étais prête à faire pour ma famille. Hem, Là, Arnaud a grandi, a commencé à avoir des comportements plus difficiles, fait que là, même les moments de garderie, c'était difficile. Arnaud faisait mal aux amis, il était tout le temps après moi, j'avais de la misère à faire quoi que ce soit sans que premièrement, il vient de me demander le sein encore, il était vraiment tout le temps après moi en recherche d'attention, tout le temps en train de vouloir, interagir avec moi, pas du tout indépendant. Fait que c'est vraiment quelque chose qui a été difficile à vivre. Arnaud a toujours été l'enfant le plus dur de ma garderie, tu sais, s'occuper des enfants des autres, c'est vraiment plus facile.
Fait que ça a été un autre coup, là. Tu sais, quand il faisait mal aux amis de la garderie et il mordait, poussait, bousculait, criait. Tu sais, j'étais constamment en train de gérer des conflits. Fait que c'était vraiment difficile aussi. Il dormait toujours pas, puis là, il dormait pas dans le jour non plus, puis il entraînait, d'autres enfants dans le bordel du dodo de l'après-midi. Donc j'avais même pas ce temps-là pour essayer de décompresser puis de redescendre de ce niveau d'hypervigilance dans lequel j'étais tout le temps. Hem, c'est ça, il était, vraiment très intense. J'étais pas prête à ce moment-là à faire le deuil de l'envoyer dans un autre milieu de garde. C'est vraiment un deuil qui est important. Tu sais, j'ai ouvert mon milieu de garde en tête de le garder avec moi. J'ai ouvert mon milieu de garde, c'était ça le projet, ça a toujours été ça dans ma tête, puis ça a été dur pour moi, même si les gens m'en parlaient, même si mon médecin m'en parlait. Ça a été vraiment un deuil qui m'a pris du temps à faire, de dire: «Ça fonctionne pas pour votre duo». J'étais pas prête à l'admettre. Pour être honnête, je voulais être meilleure que mes collègues qui ont trouvé ça dur. J'étais pas capable, mais j'étais pas prête. J'ai fini par le faire, le deuil. Hem, à à ce moment-là, ça a été la pandémie. Arnaud, avait 3 ans. Hem, là, j'étais pas mal, un petit peu avant la pandémie, j'étais pas mal au pire de mon burn-out. Hem, j'ai, je me suis retrouvée sans ressources quand la pandémie est arrivée, sans famille pour m'aider. J'étais 24/7 avec mon enfant, puis c'était encore extra difficile. Au moins, je travaillais plus 50 heures semaine. Mais c'était quand même pas joli au niveau de ma santé mentale, ma disponibilité, j'étais pas bien. Fait que, mon plus gros, wake-up call pour me dire: «OK, là, ça va plus, faut que je fasse quelque chose». Je vous en parle en toute vulnérabilité, c'est pas facile pour moi d'ouvrir cette porte-là, mais je veux encore une fois briser les tabous. J'ai commencé à me faire mal. Hem, je voulais tellement pas faire mal à mon enfant. Puis, je retenais tellement d'agression, puis parce que mon premier instinct, c'était effectivement de lui faire mal. J'ai compris avec cet enfant-là, les gens qui shake leur bébé, heu, comprendre veut pas dire excuser, là, mais cette rage-là de: «Là, faut que ça s'arrête, je suis plus bien», m'a donné envie de lui faire mal. Bien sûr, cette rage-là, je l'ai eue tellement souvent. J'ai toujours été capable de la contrôler, mais je comprends que si j'avais pas eu le réseau autour de moi, si j'avais eu d'autres stress, des problèmes de toxicomanie, whatever, je suis capable de voir d'où ça vient, cette envie de faire mal à des enfants. J'en suis pas fière, c'est vraiment pas quelque chose qui me rend fière, mais j'ai toujours été capable de le retenir, mais à un certain moment, ça a été redirigé contre moi. Donc j'ai commencé à me faire mal à moi-même, à faire des bleus. Je me donnais des coups, ici sur les clavicules, les 2 côtés, j'avais des bleus qui se formaient, en haut. Je me faisais mal aux cuisses aussi, je faisais des bleus sur les cuisses. Fait que ça a été comme le moment où je me suis rendu compte que là, ça ne va plus, il faut que quelque chose change. Hem, ouais, ça a été à ce moment-là que j'ai appelé, mon médecin, j'ai appelé Info Sociale, 811. J'ai demandé du soutien au CLSC, j'ai expliqué que je me faisais mal. Ça a été quand même rapide avant qu'ils m'envoient du soutien. J'ai eu de l'aide à domicile pour Arnaud, pour juste me donner un répit pour que je puisse aller me laver, manger, sortir, prendre soin de moi. À ce moment-là, j'ai aussi diminué mes heures de travail. J'ai été à plus à 40 heures semaine. Mon médecin aurait voulu m'arrêter de travailler, mais c'est pas quelque chose qui était possible financièrement. Quand tu es travailleur autonome, tu as pas vraiment de sécurité à ce niveau-là. Donc, ça a toujours été quelque chose d'important pour mon médecin qu'on trouve d'autres solutions vu que l'arrêt de travail était pas possible, puis j'en suis extrêmement reconnaissante. Donc, j'ai pris la décision d'envoyer, Arnaud dans un autre milieu de garde. Il était rendu à 3 ans et demi. J'ai trouvé une éducatrice tout près de chez moi, en milieu familial, où est-ce qu'il est allé faire ses premières expériences de milieu familial qui ont été extra positives. Arnaud avait aucun des comportements désagréables qu'il y avait chez nous, chez, son éducatrice. Hem, donc
à ce niveau-là, ça l'a vraiment mis un baume sur mon cœur. C'est un deuil qui a été difficile à faire, mais une fois que ça a été fait, j'ai été capable d'avancer puis de réussir à prendre soin de moi. J'ai commencé la thérapie aussi, puis j'ai commencé à essayer de prendre systématiquement à chaque semaine du temps pour moi. Là, moi, dans mon cas, j'adore la musique, fait que j'ai commencé à prendre des cours de flûte à bec sur Zoom, fait que à tous les jours, je prenais mon petit 30 minutes pour aller pratiquer ma flûte, puis j'avais mon petit cours en Zoom avec ma prof, puis je pense que ça a été une belle stratégie pour aller mieux. Et un des plus importants, c'est que j'ai commencé les antidépresseurs, anti-anxiolytiques, que je prends d'ailleurs encore, même si là, ça fait 5 ans, 4 ans. C'est quelque chose avec laquelle j'ai appris à vivre, là, que, en tout cas, en ce moment, dans ma vie, c'est une nécessité pour que je garde la tête hors de l'eau. Tu sais, ça fait longtemps que je sais que mon expérience avec Arnaud est difficile et pas normale. Il y a un certain temps où j'ai cru que peut-être c'était à cause des choix alternatifs que je faisais, mais la majorité du temps, je savais qu'on s'en allait vers un diagnostic avec Arnaud. C'était pas normal ce que je vivais, c'était pas régulier. Personne à qui je parlais autour de moi vivait des affaires de même. Hem, Tout était dans l'extrême, tu sais, je pouvais pas aller au centre d'achat avec. C'est pas juste que j'aimais pas ça puis je me brimais. Je suis allée au centre d'achat avec. J'ai eu des crises, là-bas et en revenant, un 3 heures de crise parce qu'il faut qu'il décharge tout le stress qu'il a accumulé dans la petite heure qu'on est allé au centre d'achat, tu sais. Hem, Tu sais, encore une fois, ça vient pas de moi. C'était juste il y a rien qui fonctionnait, là. Je suis une maman pleine de belles intentions, pleine de ressources aussi. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a un DEC en éducation à l'enfance puis un certificat en soutien pédagogique pour s'occuper d'un enfant, là, tu sais. Je dis ça sans vantardise, là. Ce que je veux dire, c'est que des ressources, des idées d'intervention, des des stratégies bienveillantes pour justement pas être dans la violence, et cetera. J'en ai, puis j'en avais à ce moment-là aussi, tu sais. Je pense pas qu'il était là le problème. J'ai consulté beaucoup de professionnels, puis entre autres par le CLSC au public, mais aussi au privé. J'ai consulté en ergothérapie, qui je pense qui est le professionnel qui m'a le plus aidé, c'est les ergos. Par contre, une des ergos que j'ai consultées, était inexpérimentée, elle sortait de l'université, puis Arnaud était tellement opposant qu'on passait tu sais, le 50 minutes, 1 heure là, de thérapie à s'opposer. Puis, elle a pas réussi, tu sais, à travailler avec lui, à cause de l'opposition, prenait toute la place, tu sais. Par contre, j'ai eu d'autres ergos qui étaient, plus expérimentés, connaissaient un petit peu plus les enfants opposants, avec qui j'ai eu vraiment des beaux débouchés, tu sais, il y a eu des beaux résultats avec, les outils qu'ils me proposaient, fait que, j'adore les ergos dans le cas d'un enfant comme du type que j'avais. J'ai consulté, psychoéducateurs, j'ai consulté, psychologues, j'ai consulté des travailleurs sociales, des éducatrices spécialisées. À un certain moment dans mon chemin avec le CLSC, il y a une certaine personne, tu sais, qui a commencé à me parler d'attachement insécurisant et ça m'a fait vraiment très mal. Pour moi, l'attachement sécurisant est la priorité depuis qu'Arnaud est né. Tu sais, il était dans son incubateur, là, puis je souhaitais préserver son attachement. Hem, Ça a toujours été ma priorité. Je l'ai jamais laissé pleurer. J'ai toujours été avec lui. J'ai toujours, gardé mon calme. Tu sais, comme tout le monde, là, je suis pas parfaite, là, puis j'en ai eu des moments où j'ai sauté ma coche, mais tu sais, c'était quand même très minime. Le fait que de me faire dire ça, j'ai trouvé ça extrêmement difficile pour ensuite me rendre compte, tu sais, que cette personne-là, ce qu'elle voyait, c'était des symptômes anxieux. Puis l'anxiété peut être causée par un attachement insécurisant, mais ça prend un contexte pour parler d'attachement insécurisant et le contexte, il était pas là dans notre cas. Donc toutes les professionnels que j'ai vus par la suite ont démenti l'hypothèse de l'attachement insécurisant, m'ont dit que ça n'avait pas de bon sens, que je m'être fait dire ça, puis surtout par une travailleuse sociale, que c'est pas du tout son rôle d'émettre ces diagnostics-là. Mais ça m'a quand même, fait très mal.
Mais au final, maintenant que je regarde ça avec du recul, ça m'a quand même aussi donné une certaine confiance en moi, puis en ma perception. Puis peu importe les spécialistes puis les professionnels que tu veux faire rentrer dans ton quotidien, dans ton cercle, faut toujours que tu te fasses confiance aussi à toi comme parent parce que y a personne qui connaît mieux Arnaud que moi. Hem, Même papa connaît pas Arnaud autant que moi, là. Premièrement, il a été 9 mois dans mon ventre à moi, mais aussi dans mon cas, là, j'ai été avec 24 heures sur 24 pendant, 3 ans et demi, là, tu sais? Fait que, il y a quelque chose de il y a quelque chose dans cette expérience-là de me faire parler de ça qui m'a quand même, rassurée puis qui a mis les bases de ma confiance que j'ai aujourd'hui, tu sais? Heu, je 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 me fais confiance à ma perception des choses, mon instinct. Des fois, il y a des choses que je sais pas trop pourquoi je pense ça, mais il y a des choses qui passent entre un enfant puis sa mère qui peut-être sont pas perceptibles pour les autres. Il y a des choses que je sais pas pourquoi je sais ça, mais je le sais. C'est comme ça que ça marche. Je connais mon enfant sur le doigt de ma main, puis, c'est ça. J'ai quand même beaucoup grandi de toute cette expérience-là, puis, ça fait une différence dans mon travail, mais aussi dans ma personnalité. Je pense que j'ai beaucoup changé depuis, tu sais, les gens qui me connaissent depuis, 2011-2012, là, je suis vraiment plus la même personne, mais avoir des enfants, déjà, c'est transformateur. Avoir un enfant de fille, c'est super transformateur. Partir son entreprise, ouvrir son milieu de garde, c'est super transformateur. Fait que, c'est ça. C'est mon petit bout de chemin. Hem, c'est pas En ce moment, c'est pas comparable à ce que c'était quand il était un bébé naissant, bien sûr, là. Mais si je compare avec les autres enfants de son âge, c'est quand même encore difficile. Ça reste que c'est un enfant qui demande plus d'attention que la moyenne. C'est un enfant qui demande plus de ressources que la moyenne. Il faut que je sois toujours à mon top. J'ai pas beaucoup, droit à l'erreur, tu sais. Avec lui, il y a pas de marge de manœuvre. C'est un enfant qui argumente énormément, très, très intelligent, il sait ce qu'il veut, il sait, comment aller chercher, ce qu'il veut, très habile pour, argumenter, négocier. Moi puis mon chum, à un certain moment, on le surnommait le négociateur. Hem, c'est ça, ça reste que naviguer avec un enfant à défi, c'est différent. C'est une expérience complètement différente. C'est drainant sur le couple aussi, tu sais, fut un temps où est-ce qu'on n'avait pas de moment pour se parler dans une journée, là, tu sais, on était même pas capable de s'adresser un mot sans que qu'Arnaud entre dans cette dynamique-là, malgré tous les efforts de mettre nos limites, d'expliquer, de faire des signaux comme quoi je suis pas disponible, de toucher sa main. Hem, un moment donné, ça devient comme: «Ben, regarde, je te parlerai plus tard, là». Je sais pas trop, j'ai plus l'énergie pour parler par-dessus un enfant qui crie à chaque fois que je te parle. On dormait plus ensemble parce que je dors avec Arnaud. Il a fait ses nuits à 4 ans, tu sais, fait que j'ai dormi avec lui jusqu'à temps qu'il ait 4 ans. À un certain moment, il s'endormait bien, mais il se réveillait encore extra, extra souvent. Puis moi, de faire l'aller-retour entre les 2 chambres, ben, à un moment donné, j'ai choisi qu'il y aurait un lit au sol double dans sa chambre, puis j'allais juste dormir là pour que je dorme. Fallait que je dorme. Fait que c'est ça, au niveau du couple là, c'est extrêmement difficile. Puis c'est une épreuve qu'on vit ensemble, puis qu'on essaie de se retrouver là-dedans, puis, on travaille fort, mais à un moment donné, de l'énergie, on n'en a pas pour tous les dossiers. Fait qu'on met ce dossier-là un petit peu sur la glace, même si on essaye, mais, en ce moment, la priorité, c'est nos enfants. Puis je pense que c'est quelque chose qui se passe dans beaucoup de familles, tu sais, on met la priorité sur nos enfants, puis on se dit qu'on aura le temps plus tard de prendre soin de notre couple. Hem, je vous envoie vers l'entrevue que j'ai faite avec Arnaud. Comme je vous ai dit, Arnaud est vraiment un enfant super intelligent. Il y a rien de ça qui a été dicté par moi. C'est sûr qu'on a extrêmement beaucoup de conversations sur ce sujet-là. On en parle tout le temps. Hem, il y a beaucoup des choses qu'il dit que ça vient de lui, là, tu sais, c'est lui qui perçoit que sa médication lui fait du bien, c'est pas moi qui le convainc que sa médication lui fait du bien. Il était d'accord de commencer la médication. Il est dans ce processus-là avec nous depuis le début. Hem
c'est un enfant super éveillé, puis je suis tellement fière de lui d'avoir accepté de faire un épisode du podcast. Je pense vraiment qu'il est fidèle à lui-même dans l'entrevue qu'on a faite ensemble, puis je suis très contente de vous le présenter. Je vous souhaite une bonne écoute. Allô? 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 Je suis contente que tu aies accepté de faire mon podcast. On en a discuté ensemble, hein? C'était important pour toi qu'on parle pas de ton TDAH sans que toi, tu puisses en parler toi-même. Ouais. C'était comme ton idée de parler de mon TDAH. Mais là, moi, ça me tentait pas vraiment parce que, tu sais, si on parle de c'était un peu gênant. Alors, je me suis dit peut-être que c'est toi, tu t'es dit peut-être si je viens, là, ça pourrait peut-être être mieux. Alors, ouais, je me suis dit oui. Alors, c'est ça. Puis, ça va peut-être aider d'autres petits garçons ou petites filles qui ont des TDAH. Hein? Ouais. Parce que des fois, leurs parents ne savent pas trop comment faire pour les accompagner. Puis toi, tu commences à le savoir. Comment on fait pour accompagner un enfant qui a un TDAH. Hein? Ouais. Mais t'as pas juste un TDAH, hein? Toi, t'es aussi un hypersensible. Ouais, je suis pas sensible. Comme moi. Mais dans les moments, même que j'ai pris ma pilule pour l'âge, je sais pourquoi il est déjà comme toujours actif, il est toujours comme il y a toujours de l'énergie à dépenser, toujours de l'énergie à donner dès qu'il en parle, comme il en redonne. Alors il continue, il veut jamais arrêter. Puis, qu'est-ce que tu trouves que ça change pour toi d'avoir un TDAH? Ça change que j'ai un peu d'émotionnement, mais que je pourrais plus. Des fois, ça va un peu mieux, là. J'arrive À mieux te contrôler. Ouais, parce que on a essayé plusieurs pilules, mais quand on a déjà essayé la pilule que je prends en ce moment, puis cette pilule-là, elle marchait pas, puis pour ça, aujourd'hui, c'est le coup. Alors, on prend celle-là le matin, puis on en prend une autre pour le soir. Hein. Ça, c'est la formule magique là, pour toi. Mais c'est pas la même pilule. Le matin, c'est une pilule qui dure plus longtemps, sinon c'est une pilule moins longtemps, parce que sinon, j'arriverai jamais à m'endormir si je la bois au soir. Puis si ça serait la même pilule, je m'endors genre à minuit. Ce serait pas très drôle, hein? Ouais, alors, Puis on en prend une avant le déjeuner, puis une à l'école avant de partir de l'école, ou si on est à la maison, à la maison. Ouais. Ce serait quoi, tu dirais, le positif d'avoir un TDAH? Tu sais, là, des fois, on prend le pont du chiolage. Là. Nous, on est très bon pour prendre le pont du chiolage. Là. Il est très solide, notre pont du chiolage. Mais ouais, parce qu'on se pose toujours. Alors, mais le point du positif, quand j'embarque dans un jeu, puis que je sais qu'après ça, j'aurais pas grand-chose à faire, j'aurais pas de choses à faire, là, tu sais, je reste dans le même pot, le bon pot, parce que je m'amuse, alors je sais que j'arrêterai pas, mais on va pas dire d'arrêter, parce que je sais que j'ai rien après à faire. alors, c'est facile pour toi de t'engager des fois dans des choses qui te passionnent. Hein? Mais si tu aimes c'est ça, là, c'est facile. Mais quand j'embarque Comme des jeux avec des figurines. Ouais. Ou souvent, quand j'ai des amis à la maison, souvent, j'aime ça, parce que je peux m'amuser. Ouais. Puis, ton TDAH, tu trouves-tu qu'il t'aide dans certaines choses? Oui. Parce que, il m'aide aussi, mais il m'aide pas. Il m'aide, puis il m'aide pas. Il m'aide à me concentrer. Parce que je veux toujours... Ça, c'est plus ta pilule. Mais parce que je veux toujours rester
à tu faire veux la dire ton chose. hyper-focus? Ouais. Ouais, c'est le fun, l'hyper-focus. Hein. Quand on a le goût que ce soit le moment de l'hyper-focus, là, c'est vrai que c'est le fun. Puis, ça t'aide-tu à parler aussi? Tu trouves-tu que c'est une de tes forces de parler? Ouais. Ouais, C'est des forces de faire des présentations, de faire fabriquer des choses, des fois réparer des choses. J'aime souvent aussi faire des choses. T'es très créatif aussi, hein. Ton cerveau, Ouais, là, je suis vraiment... il y a Mon plein corps, d'idées. ouais, mon cerveau, lui, il est toujours en train de faire il est toujours créatif. Il veut toujours faire quelque chose, toujours quelque chose. Le problème, c'est que quand je deviens en crise, parce que mon corps, il veut toujours que ça soit comme je veux. Mon cerveau, il veut toujours parfait, qu'il n'y ait pas d'erreur, comme je voulais, que c'est toujours moi qui ai raison. C'est ça le problème, alors. Alors, allons-y, là. Qu'est-ce que c'est plate d'avoir un TDAH? Qu'est-ce que ça fait dans ta vie qui est plate? Mais c'est ça. Les crises, hein. Ouais. Les crises, Puis, là, tu trouves ça moche? Ouais. Puis les problèmes, plus souvent, quand j'ai mis, je pense, on sait que j'oublie que papa et maman sont là à la maison. Alors, je m'habille juste avec lui, puis là, quand il part, puis c'est soit l'heure du dodo, parce que c'est souvent le soir. Mais là, ça fait que vu que j'ai oublié que papa et maman, ils étaient là, ça fait que je les appelle parce que j'ai pas eu le temps de me connecter avec maman, me connecter avec papa, des choses dans ma vie. Puis à l'école, comment tu trouves que ton TDAH, il t'aide ou il te nuit? Comment ça se passe pour toi? Quand j'oublie pour aller là, ça me nuit, mais quand j'apprends, j'ai pas le goût de me faire chialer, alors je prends toujours les bonnes décisions, je prends toujours le bon du positif, alors qu'en vrai, je le prends aussi le positif, mais c'est parce que vu que papa et maman sont pas à l'école, eux, ils savent pas que je prends souvent le positif à l'école. C'est nous, maman. Oui, mais tu sais, mais c'est que l'affaire, c'est que Mais mettons, pour les comportements, Ouais. c'est vrai que pour les comportements, c'est facile pour toi. Hein? Les comportements de crise, ils arrivent pas quand tu es à l'école. Mais plus pour le travail, là, tu sais, mettons, faire ton agenda, là, comment ça se passe pour toi? On peut mal. Ouais, bah. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps pour l'attention, pour le travail? Parce que pour lui, quand il y a trop de monde, moi, j'arrive pas à me concentrer, je suis toujours en train de me concentrer, regarder quelque chose d'autre, parce que j'ai besoin d'être tout seul, faire les choses. Parce que sinon, je suis pas capable de me concentrer sur qu'est-ce que je dois faire. Mais tu sais, ici, quand on fait les devoirs à la maison aussi, c'est difficile. C'est un peu dur. C'est comme souvent, il y a du bruit. Ouais, c'est une question d'hypersensibilité, tu trouves. Ouais. Mm-hmm. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Toi, des fois, nos solutions là qu'on fait pour t'aider, de la motivation. Qu'est-ce qu'on utilise comme motivation pour t'aider? Ouais, parce que ma pilule, des fois, ça me tente pas avant de la prendre. Alors, le moyen de faire motivation, si je prends, là, j'ai un bonbon. Mm-hmm. Puis, pour les devoirs aussi, des fois, on expérimente avec ça. Hein? Ouais. Si tu fais une phrase, tu peux avoir un bonbon. Ben, c'est pas une phrase d'un bonbon, là, Ça dépend des fois. C'est plus souvent, genre, d'habitude, c'est plus, Tu fais tous tes devoirs. Je fais mon devoir. Quand j'ai fini le devoir, je peux avoir 3 bonbons. Pour les devoirs. On fait un genre d'entente de même. Qu'est-ce qui est motivant pour toi aussi comme motivation? Les minutes d'écran. Hein? Ouais. Tu aimes ça quand on fait des ententes? OK, si tu fais tes devoirs de 15 minutes, tu peux avoir 15 minutes d'écran. Ça fonctionne bien pour te motiver? On n'a jamais essayé ça. Ben, plus pendant la grève. C'était comme ça qu'on fonctionnait. Ah oui, c'était pas ça, c'était plus que Les bons comportements te donnaient des minutes d'écran. Ouais. Si c'était un très très bon comportement, c'était 10. Puis quand c'était un bon comportement, c'était 5. Puis puis au niveau que je me rendais, j'avais ce temps-là, puis des fois, je me rendais quand même cette stratégie-là, mais vu que je voulais avoir mon 1 heure d'écran, on dirait que ça m'aidait à mon comportement, puis j'arrivais quand même souvent à avoir 1 heure d'écran.
Parce que ça t'amène comme une motivation dans ton cœur. C'est ça qui manque, je pense, pour les devoirs puis pour l'agenda à l'école, c'est la motivation. Hein. Parce que quand on a un TDAH, quand on est motivé, on a beaucoup d'attention, puis quand on n'est pas motivé, on n'a pas beaucoup d'attention. Je voulais te demander aussi, comment c'est pour toi quand ton corps fait la crise? Comment tu le ressens à l'intérieur? La tristesse et la colère. C'est ça qui fait la crise. C'est ça qui fait la crise. Mais je suis vraiment plus en colère. Mais la tristesse, vu que la tristesse arrive, je pleure, mais dans la vraie vie, je suis en colère. Pas en tristesse, mais je suis en colère. Comment t'aimes ça que je t'accompagne quand toi t'es envahi par ta tempête d'émotions, de colère et de tristesse, là, que là tu perds le contrôle de tes mains, tu perds le contrôle de tes bras. Est-ce que toi t'es capable de le contrôler pour ramener la crise? Je suis capable, mais pas toujours. Puis comment t'aimes ça que je t'accompagne dans ce temps-là? J'aime ça quand tu m'accompagnes, comme quand est-ce que tu m'accompagnes pour que tu... Admettons, est-ce que tu préfères quand je te laisse tout seul dans ta chambre ou tu préfères quand je reste avec toi? Je préfère que tu restes avec moi. Mais les bouts, quand je suis en crise, souvent, d'habitude, on doit mettre 6 minutes. Puis, maman parle pas, puis ça parle beaucoup, alors, c'est ça qu'il faudrait peut-être enlever, puis mettre en place une nouvelle stratégie, parce que quand je savais ça, ma colère remonte encore plus haut, puis plus fort. Alors, si on laisse ça, ça va toujours aller encore plus. Mais tu te souviens, alors, sinon... Avant, on faisait pas les 6 minutes où je te parle pas. Ouais. Avant, je t'accompagnais avec des mots pendant toute la crise et ça durait comme 2 heures de crise. Là. Alors maintenant, avec cette nouvelle stratégie-là, c'est beaucoup moins long. Mais je crois que c'est beaucoup plus frustrant. On dirait que c'est tellement long. Vu que je suis en crise, quand on peut aider, ça marche pas bien. Parce que, vu que je suis en crise, le temps pour moi est très très long. C'est comme 1 heure pour moi. Ouais, parce que tu perds un peu la notion du temps, puis... Ouais, alors, peut-être que si on mettait genre 4 minutes, peut-être que ça serait un peu mieux pour moi. C'est vrai, on peut discuter de ces stratégies-là, mais c'est pas juste une stratégie qui vient de moi, hein. C'est moi, papa, l'intervenant du CLSC, on a mis ça en place tous ensemble pour essayer de t'aider, puis ça marche, tu fais moins de crises. Mais je comprends que c'est frustrant. Puis, est-ce que toi, dans ton corps, quand tu finis la crise, comment tu te sens? Dans tes émotions, dans ton cœur? Un peu bien, puis un peu pas bien. Et si ça continue bien après, là, à s'en va, mais si on fait un retour, là, c'est sûr que ça revient. Toi, t'aimes pas les retours, hein? Mais c'est normal, t'as juste 6 ans. Quand le temps va passer, on va se pratiquer, puis... on a d'autres stratégies à montrer. Ouais, on a d'autres stratégies. Est-ce que tu veux lui montrer les outils qu'on a dans la maison pour t'aider? Ouais. On va les aller affiches. Alors, on commence par montrer les affiches, OK? Explique c'est quoi les affiches. OK, moi j'explique ces affiches. Alors, on a celle-là. Ah, celle-là, c'est quoi? On pousse pas, on donne pas des coups de pied, et on dit pas des mauvais mots, puis on frappe pas. Qu'est-ce qui arrive si jamais tu fais un de ces 4-là? C'est dans la... je me mets dans ma chambre, puis je dois sortir quand je suis calme. Ouais, si tu me frappes pendant la crise, là, je te mets dans ta chambre pour 30 secondes et après tu peux ressortir. Mais ouais, si tu fais ces comportements-là, ça veut dire que tu as perdu le contrôle puis on a besoin de 6 minutes pour se régler. Ouais. Ça, c'est affiché dans les escaliers, hein? Ouais. Celui-là, est-ce que tu t'en souviens, c'est quoi? Ça, c'est la carte que avant d'aller en crise, qu'est-ce qu'on peut prendre comme moyen pour pas aller? Le balai, le Québec, les histoires audio, la musique, manger une pomme ou quelque chose, ou aller jouer dehors. Ouais.
Alors ici, c'est écrit « Avant d'être en crise, je vois mes signaux et je prends soin de moi ». Puis les signes physiques qu'on peut voir quand on s'en va en crise, c'est de l'agitation, hein, ton corps qui perd un peu la boule, par le contrôle de mes mots, par le contrôle de mon corps, et tu joues pas. Là, tu cherches un peu les mauvais coups. Là, ça, c'est des signaux qu'il faudrait mettre un moyen en place. Ça aussi, c'est dans les escaliers. Celui-là, tu veux-tu l'expliquer? Ah oui, ça c'est la routine de l'école. Quand j'en Après ai l'école, ouais. ou j'appellation, à 15 heures, 17 ans. 7 heures, on fait l'appellation. Tu m'expliques c'est quoi le moment de connexion? C'est quelque chose qu'on fait moi et maman ensemble en 15 minutes. C'est quoi les consignes, les règles du moment de connexion? C'est moi qui ai choisi qu'on va faire, puis maman, elle n'a pas le droit d'avoir son téléphone. Ouais. Parce que sinon, les 15 minutes ne seraient pas 15 minutes. Parce qu'elle regarderait toujours ça. Alors, Des fois, je me sens distraite par mon téléphone. Alors, la consigne, c'est que j'ai pas mon téléphone pendant 15 minutes et que tu choisis qu'est-ce qu'on fait. Souvent, on fait la bataille, hein. Ça, c'est qu'est-ce que tu aimes dans ton moment de connexion, mais des fois, qu'est-ce qu'on fait d'autre? le bain. Le bain, c'est une bonne stratégie pour nous de connecter. Fait que après le moment de connexion, ici, c'est quoi? Souper. Après, tu as du jeu libre. Ouais. Après ça, c'est connexion du soir à 7 heures. Ouais, 7 heures. Puis après? Après ça, c'est... Des fois, on prend un bain avant dans le jeu libre. Ouais. Puis après, c'est la connexion. Mais des fois, je la prends pas. C'est Pas tous les jours. Puis après ça, on brosse les dents. Après ça, on lit des histoires. Après ça, on... Met le pyjama. Ouais. Puis on se couche. Ouais. Et ça, c'est ta routine. Puis après ça, papa, il reste 5 minutes, puis il s'en va, puis Ouais. on les apprend. Puis tout après 5 minutes, puis après ça, c'est tout. Ouais. Puis la dernière, c'est là. Oh, C'est ça. avant d'aller au jeu libre. Ouais. La routine du matin, en fait, c'est s'habiller, faire le pipi, manger, les devoirs et le jeu libre. Si tu as tout fait ça, là, t'es prêt pour le jeu libre. Mais si tu les as pas faites, ça veut dire que t'as pas le droit encore au jeu libre. Tu n'es pas prêt. Pas vrai. Ça, c'est sur le frigo, hein, pour t'aider à te souvenir. C'est les outils. Ouais, les outils. Ça, c'est quoi que tu as dans tes mains? Un bac avec des outils. Quand est-ce que tu utilises ce bac-là? Quand je... Ouais. Ou sinon, je peux m'amuser avec, mais il faut que je les remette à sa place. Ouais. Alors, ça, c'est à Ça, côté c'est de ta papier. chambre. C'est à côté de ta chambre. Puis quand on fait la crise, on l'amène proche. Puis moi, C'est je un te fais dessin. le modèle. Tu veux présenter chacun des jouets que tu as là-dedans? Lui, Ça, c'est un pop-it. c'est un spinner. Ouais, un spinner pop-it. Ça, c'est quelque chose de très cool. On peut faire beaucoup de choses. En fait, ça, c'est pour avoir en fait un jeu sensoriel. On peut chouiller si on veut, mais il faut quand même que ce soit propre. Ouais, Puis on peut faire des bracelets. c'est vrai. Pour les autres, c'est quoi? Ça, c'est une affaire qu'on peut faire des formes. Et ça, Le genre de nouilles. ouais, c'est genre de nouilles. Ça, c'est... ça, c'est... ouais, c'est ça. Ça, c'est des genres de nouilles. On peut les étirer, on peut faire beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut les briser en miettes? Souvent, pendant la crise, c'est ça que tu aimes faire, hein? Oui, Avec les blancs. Mais c'est correct. Ça fait partie de la façon de réguler, de forcer avec les blancs. Tu peux montrer tes cubes? ça, c'est un cube. Rubik. Ouais. Ça aussi, je pense que c'est ton cerveau voiture de course qui est capable de faire des cubes Rubik très facilement. Et celui-là, c'est un cube Rubik aussi, mais en carré. Fait que là, celui-là, t'es rendu où? T'es capable de faire une face? En fait, d'ailleurs, je peux en faire une. Avant en même temps le podcast. Mais c'est possible. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Est-ce que c'est tout? Y a-t-il des choses que toi, tu voudrais dire? Non.
Ouais. Je voulais parler de la médication, mais t'en as beaucoup parlé. Est-ce que c'était dur pour toi de commencer la médication au début? Oui. Oui. Et non, c'était pas dur. C'était pas dur. Pas du tout. Parce que je me suis pratiquée à prendre avec un bobo, un petit bobo. Pour l'avaler tout rond, tu veux dire? Ouais. Ouais. Parce que tu savais pas comment faire ça. C'était trop compliqué. Alors, on commence avec des petits bonbons, puis après ça, t'es capable d'avaler tout ça, ta pilule. Mais ce que je veux Mais dire, c'est pardon, des fois, j'avais pas. ben, il faut que tu prennes 2 ou 3 gorgées, mais Ouais, 2 ou 3 gorgées. T'es prêt. Et puis, je fais un coup, ouais, mais pas tout. Puis, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se demande, est-ce que je commence la médication ou je commence pas la médication? Est-ce que toi, tu trouves que c'est une bonne chose d'avoir de la médication dans ta vie? Mais faut en prendre si ça va pas bien, mais si ça va vraiment pas bien, oui, on la prend, mais si ça va quand même bien, on n'est pas obligé de la prendre. Ça dépend comment ça gâche le milieu. Hein? Ouais. Parce que le TDAH, ça peut être très difficile hein, dans une maison. Il gâche pas vraiment toujours la vie. Non. Mais des fois, oui. Il y a des moments que ça le fait. C'est très difficile. Il y a des enfants pour qui c'est très difficile. Puis il y a des adultes aussi qui ont des TDAH. Hein? Ouais. T'en connais des adultes qui ont TDAH? Les enfants, ils ont des TDAH. Il y a les adultes qui l'ont toujours. Ils vont pas partir. Le TDAH. Mais non, le TDAH va toujours rester. Hein? Puis les adultes, tu trouves, c'est quoi la différence entre un adulte qui a un TDAH puis un enfant qui a un TDAH? C'est que les adultes, donc ça fait longtemps qu'ils l'ont, ils arrivent mieux à contrôler le TDAH. Ils ont beaucoup de pratiques, hein? Ouais. Puis ils ont eu beaucoup de fois pour se pratiquer, beaucoup de crises, beaucoup de moments où est-ce qu'ils se sentaient pas bien pour apprendre à mieux connaître leur corps. Hein? D'ailleurs, c'est facile. D'ailleurs, t'as presque fait ta place ronde, hein? En fait, je l'ai pas mal fait. Et le reste. Tu m'impressionnes. En plus, tu parles en même temps comme si de rien n'était. Oh. T'es tellement championne. Oui. Et voilà. Je suis fière de toi, mon amour. Je suis sûre que ton podcast va aider plein d'enfants. Ah, il reste juste une petite pièce, hein? C'est un verbe, un tango, que ça s'appelle. Ouais, un tango. Je t'aime, mon amour. Bravo. La première saison est une présentation de Bien chez soi Laval-Rive-Nord. C'est une entreprise bienveillante qui offre du soutien aux familles, que ce soit pour le maintien à domicile des personnes âgées ou pour un coup de pouce aux familles actives et occupées. J'ai moi-même une aide familiale de Bien chez soi chez moi, 1 fois par semaine, puis c'est vraiment merveilleux. Elle m'aide pour les enfants, le ramassage, le nettoyage, les courses, la cuisine, le lavage, toutes mes tâches de maman, 4 heures par semaine. Ça fait vraiment une différence pour ma santé mentale. Puis ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'on peut avoir le retour anticipé pour le frais de garde d'enfants. Donc, ça revient vraiment pas cher pour la différence que ça fait. La bienveillante qui vient chez moi, c'est une personne douce, tellement fine, flexible, aidante, travaillante. Je l'adore. Avant de travailler chez Bien chez soi, elle travaillait en restauration, elle était super stressée au travail, détestait ses boss. Je pense vraiment que cette job-là la met plus en valeur dans ses forces de maman. Elle est naturellement bonne pour comprendre la réalité des mamans, pour offrir son soutien. En plus, elle fait son horaire comme elle veut, selon les mandats qu'elle accepte ou qu'elle n'accepte pas. Elle choisit son nombre d'heures par semaine. Pour vrai, je trouve que ça répond tellement à un besoin des jeunes familles. Puis c'est une job que j'ai souvent proposée à des amis mamans, peut-être en retour de congé maternité ou qui veulent une meilleure conciliation travail-famille, qui veulent peut-être se rapprocher de la maison. Je trouve sincèrement que c'est une belle entreprise, puis je suis vraiment super contente de vous les faire découvrir. Vous pouvez les rejoindre au 514-666-0323 ou par courriel info-lavalrn@bienchezsoi.ca.